Et à la une d'Acadème aujourd'hui, après cet extrait du témoignage d'Arlette Testiller, rescapée de la rafle du Veldiv. La une d'Acadème, c'est avec vous aujourd'hui, Sigalit Lavonne, bonjour. Bonjour. Et Elisheva Gottfarstein, bonjour. Bonjour. Et on va parler avec vous aujourd'hui aussi d'une journée importante pour tous, Yom HaShoah. En effet, nous avons aussi fait un numéro spécial Yom HaShoah. Alors pourquoi ce Yom HaShoah est différent des autres Yom HaShoah? Un Yom HaShoah en effet particulier cette année. On lit les noms, comme chaque année en France, le nom des 76 000 déportés de France. La sirène a retenti en Israël pour se remémorer les 6 millions de Juifs assassinés pendant la Shoah. À Yad Vashem, 6 flammes sont allumées en mémoire des 6 millions de morts. Mais cette année, aux 6 millions de morts assassinés pendant la Shoah, viennent s'ajouter le millier de morts assassinés le 7 octobre et les 133 otages encore retenus par le Hamas. C'est dans nos esprits aussi. Un Yom HaShoah particulier aussi, dans un contexte de multiplication des actes antisémites avec une hausse de 1000% depuis le 7 octobre 2023. Hier, dans la ville où j'habite, les Lilas, a été inauguré un mémorial des 150 juifs déportés de la ville des Lilas en Seine-Saint-Denis. Le nom des Lilasiens et Lilasiennes déportés de cette commune ont été lus. La sirène a retenti. Un poème d'Anna Chesnes a été chanté. Pourquoi je tenais à parler de cette inauguration et de cette lecture des noms dans une commune du 93 ? Effectivement, cette commune du 93, comme Sarcelles, compte une grande communauté juive ainsi qu'une grande communauté musulmane, dans un département d'où partaient la plupart des juifs vers les camps de mise à mort, Drancy, la gare du Bourget, la gare de Bobigny. Ça me paraît essentiel, plus que jamais, pour préserver le vivre ensemble dans un climat de violence et de haine qui nous assaille. Cette inauguration, selon moi, porte cet espoir. Et Elisheva, vous nous parlez d'un autre mémorial ce midi, le mémorial de la Shoah à Paris et de son histoire. Oui, parce que comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui c'est une journée de commémoration, Yom HaShoah, une journée consacrée à la mémoire des disparus, des juifs et juives assassinés pendant la Shoah. Et ce jour-là, nous avons l'habitude de lire les noms des disparus les uns après les autres de manière ininterrompue pour rendre hommage à ces personnes et rappeler leurs souvenirs dans le monde des vivants. Je rappelle que cette pratique commémorative a été initiée en 1990 par le rabbin Daniel Fari et qu'elle se perpétue depuis chaque année au mémorial de la Shoah. Donc, cette lecture des noms entre en résonance, bien évidemment, avec l'important monument qui se trouve à l'entrée du mémorial de la Shoah, le mur des noms, ce mur sur lequel sont gravés les noms des 76 000 personnes juives déportées depuis la France. Ce mémorial, c'est donc un lieu qui accueille ces pratiques de commémoration, de recueillement. C'est un lieu qui permet de raviver à des dates précises du calendrier cette mémoire. Mais j'aimerais vous parler d'un autre aspect du mémorial de la Shoah, un aspect qui est peut-être moins connu et qui est pourtant central. C'est celui de la conservation des archives. Car avant tout, le mémorial de la Shoah est un centre d'archives et le plus important d'Europe. Dans ce lieu sont conservés des millions de documents d'archives qui chacune racontent un morceau de la catastrophe. Alors pourquoi je dis avant tout? Eh bien parce que ce sont là que se situent les origines du mémorial de la Shoah. C'est là qu'a débuté son histoire par la création de ce centre d'archives. Alors je précise peut-être par la création clandestine de ce centre d'archives. Pourquoi clandestine? Parce que ça remonte à, pendant la guerre, un groupe d'intellectuels juifs se regroupent dans le but de collecter un maximum de preuves du crime en cours perpétré contre les juifs. Ce groupe d'intellectuels est mené par un homme qui s'appelait Isaac Schneerson, un juif russe polyglotte, et tous étaient animés par une volonté de justice. Et d'ailleurs, les premiers documents qu'ils ont collectés ont servi de pièces à conviction lors des grands procès qui se sont tenus après-guerre. Je pense notamment au procès de Nuremberg et plus tard en France au procès Barbie. Et c'est donc cette longue histoire qui a débuté dans la clandestinité, qui a été faite de lutte pour exiger la justice et puis pour écrire l'histoire, bien sûr, puisque ces documents, ces archives servent aux historiens pour écrire l'histoire de la Shoah. Cette longue histoire donc a été racontée dans un podcast en 3 épisodes qui s'intitule « Le récit inédit du sauvetage des archives de la Shoah ». Et nous avons reçu à Acadème ces 2 réalisatrices, Myriam Levin et Elisa Azogui-Burlac. J'aimerais finir avec un court extrait de cet entretien que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'elles mettent
en perspective ce geste de la préservation des archives, donc, avec la tragédie du 7 octobre. On écoute. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qu'ils ont fait en Israël, notamment avec ce film. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Juifs prennent très vite en charge. Moi, c'est ça, ça m'a fait vraiment penser à ça, leurs propres archives. Et oui, ça, qu'ils doivent. Massacre, au fond, on doit construire notre histoire. En tout cas, on doit construire les preuves de notre histoire pour être entendu auprès du monde. Et c'est ce qu'Israël est en train de faire avec des enquêtes. Et on voit bien, au fond, Isaac Schneerson a compris ça. Et c'est ce qu'il a fait aussi, prouver au monde ce qui s'est passé. Et évidemment que ça a un écho très fort après le 7 octobre, ou le négationnisme, parce que le rôle du mémorial de la Shoah a été très fort au moment où il y avait un négationnisme en France, notamment de la Shoah. Et aujourd'hui, voilà, on parle de nouveau de négationnisme de l'histoire des Juifs. Donc, créer nos propres archives, prouver cette histoire est essentiel. À des gens qui ne veulent pas l'entendre. Ça aussi, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me frappe énormément depuis le 7 octobre. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu, soit dans ma famille, soit là, dans ce projet, auprès de spécialistes, que les Juifs ne voulaient pas parler parce qu'ils n'étaient pas entendus. Et je trouve que là, de le vivre en temps réel, alors qu'en plus, on a une époque où tout est filmé, enfin, on a une abondance d'informations, ça fait prendre conscience, voilà, de la lutte que c'est pour que l'histoire des Juifs et des massacres de Juifs soit visible, entendue. Voilà ce qui prend une autre couleur aujourd'hui. Sylvia, vous nous parlez d'un autre entretien réalisé cette fois par Passerelle et Academ. Tout à fait. Nous avions lancé une série d'émissions avec Passerelle, donc Passerelle, le service du Fonds social d'aide aux survivants, à l'occasion des 20 ans de Passerelle. Il s'agit en fait, non pas d'entretien, mais de dialogue de survivants entre eux ou avec des membres de leur famille. Ce ne sont pas des témoignages à proprement parler, mais des échanges entre pairs qui révèlent à chacun sa singularité, le partage d'un destin commun, notamment quand ils se sont construits en l'absence de souvenirs. À l'occasion de l'apparition du livre « Se souvenir ensemble » d'Evelyne et de Claude Askolovitch, nous avons réuni 3 générations. Evelyne Askolovitch, qui a été déportée à 6 ans à Bergen-Belsen, son fils, le journaliste Claude Askolovitch, et son petit-fils, le comédien Théo Askolovitch. 3 générations donc qui dialoguent pour comprendre comment la mémoire s'est faufilée à travers les non-dits. Cet échange se fait sous la forme d'un huis clos, sans journaliste, pour laisser place à l'intimité du dialogue, au questionnement porté par Théo, le petit-fils, à son père et à sa grand-mère. Evelyne, qui n'a pas parlé au sein de sa famille, témoigne depuis une dizaine d'années sans relâche dans les écoles. Sa famille essaie de comprendre pourquoi elle réserve sa parole à l'extérieur de la scène familiale. Evelyne, comme tous les anciens déportés, a parlé très tard. Et voilà, on va écouter un extrait de leur discussion et je vous conseille vivement de regarder ce dialogue ou ce trilogue dans son intégralité. Ça t'a jamais démangé de vouloir raconter? Non. Jamais. Puisque ça n'est... Tu t'empêchais ou t'en avais pas envie? Non, ça n'avait pas existé. Non. C'est pas que je n'avais pas envie. Mais tu avais des cauchemars quand même. Non, mais t'avais des blocages, t'avais des regards lourds. Je n'arriverai jamais à expliquer ceci, qu'après-guerre, ça n'est pas... J'étais dans une classe, je raconte tout le temps, dans une école juive, où on était 41 élèves, et jamais on n'a parlé Même de entre ça. vous? Non, ça n'avait pas existé. Et avec Oma et Opa? Et les instituteurs n'en parlaient pas, personne n'en parlait, et Oma et Opa n'en parlaient pas. C'était quelque chose, c'est même pas que je n'avais pas envie. J'étais même dans la classe avec 5 élèves avec lesquels j'avais été à Bergen-Belsen. Et même entre et vous, vous en parliez ensuite, pas? non, c'était un non. C'était, je peux pas expliquer. Ça n'avait pas existé, mais pour tous. Si ça avait existé, tu savais que tu y avais été. Non. Non, mais tu ne l'avais pas oublié. Non. Bon, on t'aurait posé la question où étais-tu en 1944, tu savais Personne dire où tu posait étais. la question. D'accord. Voilà. Ce que je Toi, dis, toi, par exemple, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a toujours su, dans ma famille, qui a eu cette déportation, parfois, ça ressortait, parce que c'était à l'intérieur de Baba Evelyne, quand elle a 50 ans, en 1978, elle a une nuit d'insomnie, elle écrit un texte que ton grand-père, 88. Roger... Ouais, je sais qu'il publie dans l'Arche. Oui, 88, qu'il publie dans l'Arche, pardon. Je t'ai dit, Voilà. c'est horrible. Donc c'était là. Ce témoignage de 1988, justement, vous l'avez retrouvé? Oui, ce premier témoignage d'Evelyne fut publié dans l'Arche en 1988. On l'a retrouvé et republié sur Academ. À l'époque, c'était son mari, Roger Asko, le rédacteur en chef, qui a décidé de le publier. Je vous en lis le chapeau. Voici un texte écrit par ma femme, Evelyne Asko, déportée en 1940
2 à 4 ans à Bergen-Belsen, et l'on me pardonnera de vous le proposer. D'autant que lorsque j'ai trouvé ce matin ces pages noircies, une nuit d'insomnie, et que j'ai souhaité les prendre pour les publier, Evelyne n'a pas voulu. Je n'ai pas écrit cela dans ce but, il fallait que ça sorte un jour, a-t-elle dit. Si elle a accepté finalement, c'est pour que cela soit sa contribution sur la Shoah. Après ma génération, a-t-elle expliqué, il n'y aura plus personne pour témoigner, pour raconter, et la Shoah sera de l'histoire une histoire. Evelyne n'avait jamais parlé de son enfance dans les camps de concentration, ni à ses enfants, ni à moi, son mari. Vous pouvez donc retrouver le témoignage et cette archive de 1988 dans son intégralité sur Academ. Et j'en profite pour vous dire que nous allons régulièrement republier des archives de l'Arche depuis 1952. Merci beaucoup Sigalit Lavon et Elisheva Gordfarstein. On vous retrouve, vous ou d'autres membres d'Academ, la semaine prochaine. Et on rappelle que vous pouvez adhérer, en tout cas vous inscrire à la newsletter d'Academ sur le site. Merci beaucoup. Merci.